Nous voici dans Paris au XVe siècle. Ce n'est que récemment, en 1365, que l'enclos du Temple a été absorbé dans Paris par l'enceinte de Charles V. Bien que dans Paris, l'enclos constitue une enclave particulière, seigneurie à la fois rurale et urbaine. Et voici l'enclos. Il est entouré par une enceinte avec une porte qui donne sur la rue du Temple. En haut à droite, on peut distinguer la tour du Temple à côté de l'église Sainte-Marie construite sous les Templiers. Au sein de l'enclos, il reste de nombreuses surfaces agricoles que les Parisiens pouvaient louer pour les cultiver. Madame de Sévigné qualifiait d'ailleurs l'enclos de fausse campagne et fustigeait après ce temple égaré, séparé, mal placé dont elle haïssait la campagne toujours étalée. L'enclos du Temple est ainsi une ville dans la ville où ni les impôts ni la justice du roi ne s'appliquent. C'est ainsi que, comme nous allons le voir, il va devenir le refuge des artisans cherchant à échapper aux corporations, des hors-la-loi et des riches souhaitant échapper à l'impôt. On aperçoit ici la tour du Temple, où les Templiers vont d'abord y déposer leurs archives, mais aussi leurs trésors. Au fil du temps, les terrains libres au sein de l'enclos sont construits. Les bourgeois s'y font bâtir de magnifiques hôtels particuliers en concurrence directe avec Versailles. La fin de la monarchie marque corrélativement la fin de l'enclos. Ce sont les moines soldats de l'ordre du Temple qui ont construit ce quartier au XIIe siècle en achetant près de 6 hectares de terre pour y construire le quartier général de l'ordre du Temple. Ces chevaliers apparaissent vers 1119 à Jérusalem. Sous l'influence de Saint Bernard de Clairvaux, ils vont devenir l'ordre le plus riche et le plus puissant d'Europe. L'objectif principal de l'ordre est de recruter des chevaliers, mais aussi de récolter des dons afin d'acheter du matériel qu'ils pourraient envoyer en Terre Sainte. Le pape Innocent II accorde la protection à l'ordre en 1139. L'ordre acquiert ainsi puissance, indépendance et richesse. En effet, il ne dépend plus ni de la justice de l'évêque, ni de celle du roi, et ses revenus sont exemptés de taxes. Le déséquilibre croissant entre les charges et les revenus des Templiers fait naître un sentiment d'injustice au sein de la population. Cette dernière reproche aussi aux Templiers leurs mœurs délétères qui seront rapportées lors de leur procès en 1307. Le procès des Templiers marque leur déclin. Il est initié par Philippe le Bel qui se pose en héritier de l'autorité religieuse. Le 13 octobre 1307, il fait procéder à l'arrestation des Templiers dans tout le royaume de France. Prévost et baillis arrêtent simultanément les Templiers dans les commanderies dont ils avaient la liste, signe de l'organisation redoutable de l'administration centrale royale mise en place par le Bel. Le procès des Templiers dure de 1307 à 1314 et oppose le roi Philippe le Bel au pape Clément V. Les chefs d'accusation retenus à l'encontre des Templiers sont principalement d'ordre religieux. On leur reproche leurs rites initiatiques répréhensibles. Ils devaient en effet cracher sur la croix, renier le Christ ou encore s'unir charnellement entre eux pour éviter la compagnie des femmes. Les faits sont d'ailleurs reconnus par la majorité des accusés lors de leurs interrogatoires qui ont été menés sous la torture. Le pape, bien que furieux de voir que Philippe le Bel outrepassait ses pouvoirs, n'a pas pu s'empêcher à la condamnation au bûcher des Templiers. Le concile de Vienne se réunit en 1311 pour statuer sur l'avenir du Temple et se prononce pour sa dissolution en mars 1312. L'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean est choisi le 2 mai 1312 comme destinataire de tous les biens de l'ordre du Temple, en France, mais aussi dans la majorité des royaumes d'Occident. 3 chapelles supplémentaires sont construites au sein de l'enclos, ainsi que la maison du Grand Prieur, qui se situait là où je me trouve actuellement, à l'emplacement du square du Temple. Sous l'Ancien Régime, l'enclos constitue une enclave protégée au sein de Paris. Sous l'emprise des Hospitaliers, il ne change presque pas jusqu'au XVIIe siècle. La muraille et le donjon qui protègent l'enclos ne le mettent pas à l'abri des développements économiques. En effet, il va participer activement à la reprise économique voulue par Henri IV et son ministre Sully.
L'enclos du Temple est en effet l'un des plus grands propriétaires fonciers de la capitale, ces biens n'ayant pas été démembrés. L'enclos conserve de plus de nombreuses terres agricoles qu'il est temps d'aménager, et de nombreuses rues y furent construites. La composition de la population de l'enclos du Temple est intrinsèquement liée à ses avantages économiques et juridiques. On sait que l'enclos peut accueillir jusqu'à 4000 habitants. Le domaine du Temple est surtout occupé par des maraîchers et des jardiniers qui écoulaient leur production à la halle. Le privilège de franchise qui règne alors dans l'enclos attire surtout les classes d'artisans et de commerçants qui sont dispensés du paiement des taxes et impôts divers, mais qui surtout les affranchissaient de toute subordination vis-à-vis des corps de métier. Ces corporations parisiennes exerçaient en effet un contrôle très strict sur tous ses membres. Cela permettait aussi aux négociants de vendre des articles prohibés dans tout le royaume, tels de faux bijoux ou encore certaines drogues. La spéculation foncière naissant sous le règne d'Henri IV, une toute nouvelle population va arriver au sein de l'enclos. Le quartier du Marais devient alors à la mode. On y construit de nombreux hôtels bourgeois en concurrence directe avec la cour à Versailles. Les bourgeois sont désireux d'entourer les grands prieurs comme le prince de Conti. Ils veulent s'assurer sa protection et son mécénat. On pratique dans l'enclos l'art de la musique et l'art de la conversation. On y retrouve La Fontaine, Mozart, Beaumarchais ou encore l'abbé Prévost. De manière plus prosaïque, l'impôt n'étant pas prélevé au sein de l'enclos, les riches bourgeois s'y installaient, souhaitant ainsi échapper au trésor royal, sorte d'exil fiscal avant l'heure. Le droit d'asile, quant à lui, va faire de l'enclos le fief des hors-la-loi. Le droit d'asile ne fut jamais remis en cause, bien que l'administration royale voie d'un très mauvais œil certains justiciables lui échapper. C'est au sein même de l'enclos que se joue l'un des derniers épisodes de la monarchie, et plus précisément au sein de la tour du Temple. Sa construction est antérieure à 1290, mais les origines de son auteur sont vagues. On cite frère Hubert et frère Jean de la Tour. Les tourelles d'angle sont typiques du XIIIe siècle, par contre son plan carré situe la tour dans la lignée des donjons romans du XIe et XIIe siècle. La tour du Temple est un donjon féodal avant tout. Elle garantissait la sûreté des biens et des chartes, mais jouait aussi un rôle symbolique de rappel des hommages et redevances dus à la seigneurie. La tour a permis aux Templiers d'y stocker archives et trésors. La nuit du 4 août 1789, l'enclos perd son statut territorial privilégié. La commune prend possession des lieux. L'ordre ne pouvant être en lui-même dissous car c'est un ordre souverain étranger, ses biens sont confisqués. La tour du Temple, alors au sein de l'enclos, va être aménagée pour servir de prison à la famille royale. Louis XVI y fut détenu jusqu'au 20 janvier 1793, soit la veille de sa mort. Il ne reste plus rien de la tour du Temple, excepté ses traces, qui représentent les deux tours de la prison du Temple, située devant la mairie du 3e arrondissement, rue Eugène Spuller. En 1802, Bonaparte concède à la ville de Paris une portion de l'enclos pour qu'il soit organisé l'étalage des vieux linges, art des chiffons, provisoirement placés sur le marché des Innocents et sur la place Auveau. L'espace, qui devait être alors de 450 mètres carrés, sera finalement étendu en 1807 à plus de 9000 mètres carrés. En 1808, la démolition de la tour du Temple, de l'église et de chez Charnier permet la libération d'un vaste terrain, laissant place à des rues dont certains noms honoraient les membres de la campagne d'Égypte, dont Petit-Thouars et Péret. De 1809 à 1811, le chantier est réalisé par Jacques Molinos, l'inspecteur général des travaux d'architecture du département de la Seine et de la ville de Paris, comprend le démembrement de l'ancienne propriété des Templiers. Le marché est alors composé de 4 halles rectangulaires, ouvertes et couvertes d'une suite de combles à 2 pentes. Il contenait alors 1880 échoppes. En 1853, la démolition de l'ancien hôtel du Grand Prieur, seul vestige de l'enclos du Temple, est remplacée par un jardin public achevé en 1857. Entre-temps, les halles de Molinos étaient devenues trop vétustes et incapables d'accueillir les chiffonniers. En 1862, le projet de Jules Mérindol est retenu au détriment de celui d'Henri Labrouste. Au cours de l'année suivante, l'abolition des halles de Molinos et de la Rotonde, édifiée en 1781, sont achevées. Le 1er août 1865, l'inauguration du nouveau marché, qui contenait alors 2400 places,
laisse place à la construction de la nouvelle mairie achevée en 1867. Au fur et à mesure, des places sont concédées. En 1866, le premier étage, transformé en carreau, est destiné aux brocanteurs, pour la vente à l'étalage. En 1888, l'hébergement d'un marché alimentaire et la préparation pour accueillir dans le second pavillon des industries autres que celles qui peuvent s'exercer dans le temple. Au début du 19e siècle, acheter des vêtements de seconde main était ordinaire. Les marchands ambulants étaient d'ailleurs appelés les cris de Paris. Le carreau du temple n'est pas le seul marché de fripes. Il existe aussi celui du marché du vieux linge et celui de bric-à-brac le long de Notre-Dame. L'endroit a été appelé la ruche du temple, selon l'expression consacrée du journaliste Félix Mornan du Figaro en 1847. Les vendeurs ont un argot propre, comme le mot thune, pour ne citer que lui. La répartition du marché était alors répartie en 4 zones. Le carré du Palais Royal, le carré du Pavillon de Flore, le carré du Pou Volant et enfin le carré de la Forêt Noire. Il existait, dans le projet de Jules Mérindol, une bourse interne au marché du temple. Il y avait donc des grossistes qui revendaient les fripes aux commerçants. La plupart étaient d'origine militaire ou provenaient de l'administration publique. Par ailleurs, certains fripiers exportaient à l'international, comme au Congo, au Sénégal, dans les Indes occidentales. En 1848, cela représentait un volume de 500 tonnes, alors qu'en 1867, le volume est de 1838 tonnes. Peu à peu, on assiste au déclin des fripes, lié notamment à l'insalubrité et au manque de législation en la matière. Peu à peu, la mutation de la production et de la consommation, de l'industrie et de la machine à coudre vont participer au déclin du carreau. Tout comme l'apparition des grands magasins de type haussmannien. Le développement aussi de nouveaux marchés, comme celui d'Aligre, puis Clignancourt et Belleville, participera davantage à la décrépitude du carreau. Le déclin du marché est progressif depuis sa reprise par la ville de Paris en 1897. En 1901, le conseil municipal constate le quasi-abandon du marché. Les recettes ayant chuté de moitié, il n'y a donc plus aucun intérêt à conserver un marché aussi vaste pour si peu de commerçants. Le 30 juin de la même année, le même conseil municipal décide de sa désaffection partielle afin de procéder à une opération immobilière. En 1933, la décision est prise de construire un immeuble à loyer modéré sur une partie de son emplacement. En 1964, la création du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais pour la protection des ensembles urbains et paysagers n'intègre pas le carreau du temple. En décembre 1973, le conseil municipal décide de sa destruction définitive pour laisser place à d'autres infrastructures telles un club sportif, une crèche ou encore une piscine. Mais l'annulation du permis de construire sauvera le carreau du temple. L'élection de Jacques Chirac en 1977 sauvera encore un peu plus le carreau du temple. En 1982, son inscription à l'inventaire supplémentaire des bâtiments historiques est effectuée. Un référendum populaire sera tenu à l'initiative de la mairie entre le 26 janvier et le 1er février 2004, portant sur plus de 133 projets, dont 3 seront retenus. En 2007, Jean-François Milou et son équipe sont déclarés lauréats du concours d'architecture et le nouveau carreau du temple s'ouvre au public au printemps 2014. Le carreau est un exemple du rapport entre les aléas patrimoniaux parisiens et l'évolution des pouvoirs de décision. Le témoignage des projets engagés trop tôt, trop vite et en décalage avec les besoins, comme en 1863. On assiste à un passage d'un mépris général à la consécration d'une innovation technique et architecturale.